Donc, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Euh, Aujourd'hui, pour vous présenter un autre test qui est maintenant disponible aux éditions Horizon, donc un test de la compagnie Ortho Édition en Europe, le vol du PC. Je vais en profiter pour vous faire un petit partage d'écran. Je pense qu'il est quand même assez connu, le test. Connu, reconnu. Donc, nous y voilà. Je vais agrandir mon écran un peu. Voilà. Donc, le vol du PC, je vais, dans le fond, vous donner des informations de base pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est quand qu'on peut l'utiliser, c'est quoi la valeur ajoutée d'utiliser ce test-là. Et ben, ça va vous permettre de prendre une meilleure décision si vous envisagez faire l'achat. Alors, le vol du PC, ce qu'on doit savoir par rapport à ce fameux test qui a été normalisé en Europe, c'est un test qui a été fait en 2010, donc il y a 15 ans d'âge. Euh, la particularité, disons, plus au niveau là, méthodologique et de normalisation, c'est qu'on a des divisions entre filles et garçons. Donc, on a des normes pour les filles et pour les garçons. Et par chaque tranche d'âge, on a entre 36 et 120 participants. À l'époque, moi, quand j'étudiais, il y a quand même plusieurs années, 20 ans, on parlait plus d'une trentaine de participants par groupe pour pouvoir avoir une représentation, disons, plus solide. Et maintenant, de ce que moi j'ai lu là, dans mes plus récentes lectures, ça fait pas si, ça fait pas si longtemps, mais c'est pas si récent, ça a peut-être encore évolué. Mais aux dernières nouvelles, moi, ce que j'avais lu, c'est qu'on était rendu à 75 participants par tranche d'échantillons pour pouvoir avoir des informations, disons, plus représentatives. Donc, je pense que globalement, ça répond, mais bon, il y a peut-être certaines plus des petites faiblesses ou un moins grand nombre pour certaines tranches d'âge. Ce sera à voir, à consulter. Honnêtement, moi, si je vous présente le vol du PC et que j'ai décidé de l'avoir chez Édition Horizon, c'est parce que c'est un outil que je juge qui a des gains à l'utiliser. C'est un test que j'utilise depuis plusieurs années, quasiment là, depuis 2010 ou pas loin de 2012. Donc, c'est un test quand même que j'ai utilisé avec de nombreuses clientèles et on peut aller chercher des informations intéressantes. Donc, malgré toutes les forces et les faiblesses de tous les tests, là, généralement, hein, on va aller chercher des gains plus que des faiblesses et c'est son cas. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on peut aller chercher. Ce qu'il faut savoir aussi, je pense, qui est très intéressant avec le vol du PC, c'est que ça couvre quand même un large éventail de niveaux scolaires. On peut commencer à l'utiliser à partir de la sixième année primaire jusqu'à l'âge de 17. Là, j'ai 17 ans. Personnellement, quand j'ai des tests qui évaluent là, 15 ans et plus, ou disons de 15 à 17, 18 ans, je me permets de les utiliser même avec les adultes et les personnes plus âgées que l'âge de normalisation. Pourquoi? Parce que la logique étant que le langage complexe, le langage plus raffiné qu'on va chercher à cet âge-là, ça n'a pas une évolution exponentielle comme on peut le voir, disons, de 1 an jusqu'à 5 ans. On s'entend, les acquis ne sont pas du tout les mêmes entre les 4 années, là, si on regarde un enfant d'1 an puis un enfant de 5 ans. Mais entre 15 et 19 ans, il y a des gains, il y a des améliorations. Ça va aussi dépendre de l'expérience de vie en scolarité, en lecture. Mais disons que ce ne sera jamais aussi exponentiel que de 1 an à 5 ans. Donc, généralement, j'arrive à aller chercher l'information que j'ai besoin en utilisant des tests, là, même quand ils s'arrêtent à 17 ans, les utiliser pour les plus vieux. Donc, comment fonctionne le vol du PC? C'est quand même assez simple. Avant peut-être de vous dire comment ça fonctionne, on retrouve en fait le guide de prise en main rapide. On a vraiment des informations simples pour savoir utiliser le test et évaluer là, les résultats. Et ensuite, on a un guide d'utilisation un peu plus détaillé. Et bien sûr, on se retrouve avec le texte lui-même qui est ici qui est un texte d'une page seulement
Et si vous voyez, il y a des petits numéros à côté de chaque ligne. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure, là, qu'est-ce que ça fait là dans la lecture ou dans le texte. Et ensuite, on a bien sûr là, la feuille de cotation pour annoter toutes les informations, autant quand le jeune lit que quand il fournit des réponses. L'avantage avec les tests d'ortho-édition, c'est qu'il n'y a pas de limite d'utilisation des feuilles de cotation. Donc, vous aurez accès aux feuilles de cotation. Vous avez une version papier, mais vous aurez aussi accès dans votre compte. Quand vous achetez chez Horizon, il va falloir ouvrir un compte chez Ortho Édition pour avoir accès aux versions numériques, par exemple, des feuilles de cotation, et vous pourrez imprimer sans limite de quantité les feuilles. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Ça reste des tests abordables pour ça. Donc, voilà pour le contenu. Maintenant, je vais... C'est pas ça que je veux faire. Donc, voilà. Alors, le vol du PC, qu'est-ce que c'est exactement comme test? C'est un outil qui va, par la lecture à voix haute d'un court texte narratif d'une page, comme vous pouvez le voir, va aller évaluer la compréhension en lecture. Donc, on va aller voir c'est quoi les différentes tâches. Le test aussi, hein, se présente comme un test qui est fonctionnel. Donc, on va plus aller voir comment le jeune se débrouille, un peu comme quand ça se passe en classe. Donc, il y avait l'enjeu du tiers-temps à l'époque, qui était quand même, là, on se remet en 2010, hein, c'était pas des choses qui étaient tant discutées et tant présentes dans les tests, justifier le tiers-temps. Donc, c'était une des visées de la création du vol du PC, aller documenter le temps que ça peut prendre pour gérer l'information écrite. Euh, le vol du PC, ce que ça veut, c'est aller évaluer la compréhension plus globale et la compréhension plus fine en lecture. Ça veut aussi nous permettre de documenter la vitesse et la précision en lecture à voix haute. Donc, on a des normes pour ça. Puis, comme je disais tout à l'heure, là, il y a des petits numéros à côté de chaque ligne parce que je trouve que quelque chose qui est très intéressant avec ce test-là, c'est qu'il y a une dernière section dans les questions qui va demander aux jeunes d'aller chercher de l'information dans le texte. Donc, on ne veut pas que tu nous donnes la réponse. On ne veut pas savoir si tu te souviens de la réponse. Ce qu'on veut, c'est est-ce que tu es capable de gérer l'information écrite et de t'y retrouver facilement et rapidement. Et ça, parfois, ben, ça donne des informations qu'on n'aurait pas nécessairement si on ne faisait pas ce type de tâche-là. Hein, parce que le jeune va bien se souvenir de l'information, mais finalement, quand c'est le temps d'aller... Donc, de mémoire, il donne l'information nécessaire, mais quand on se met à regarder comment il gère l'information écrite pour repérer l'info, là, ça cause problème. Donc, dans notre test, ça aurait pu être camouflé, la difficulté, mais en situation de classe, ben, c'est peut-être un enjeu. Le fait de rechercher de l'information dans un texte, ça cause problème. Donc, voilà pour la présentation globale du vol du PC. Je vais vous présenter la tâche complète, en fait, chacune des tâches parce qu'il y a différents sous-tests. Il faut savoir qu'on peut documenter chacun des résultats en sous-test. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup des tests quand on peut décortiquer chaque sous-test pour vraiment apprécier les habiletés plus spécifiques parce que parfois, quand on est obligé de coter l'ensemble des sous-tests pour arriver à un résultat final. Oui, ça donne une information, mais en même temps, sur bon, la capacité ou les défis à comprendre un texte, mais ça peut nous permettre ou plutôt nous limiter dans l'analyse qualitative des forces et des défis en lecture. Et c'est ce que j'aime, moi, pouvoir décortiquer puis comprendre les défis en lecture et bon, en écriture aussi, là, mais là, on est en lecture. Alors, je vais vous présenter la feuille de cotation. Voilà la feuille de passation. Alors, la tâche numéro 1, comme beaucoup d'autres tests qui évaluent la compréhension en lecture, on présente le texte aux jeunes. Ça, c'est notre version à nous. Donc, moi, je l'ai numérisé. Puis, comme tous mes dossiers sont numériques maintenant, ben, j'ai ça dans le dossier du jeune, puis je peux coter tout simplement là, au fur et à mesure que lui va lire sur sa feuille à lui, là, qui est vraiment un format. Disons, qui a été déterminé, là, qu'on ne peut pas lui donner n'importe quel format de texte.
Donc, ici, c'est le texte. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'histoire tout à l'heure. Et c'est ça, on va présenter le texte au jeune, on lui dit, tu le lis à voix haute. Il va avoir le chronomètre, je veux savoir combien de temps ça te prend. Oui, il faut que tu lises vite, mais le but, c'est surtout de comprendre. Et c'est important de bien comprendre parce que par la suite, tu vas devoir me raconter ce que tu as lu. Donc là, ça va vraiment faire appel au rappel de récit, hein, la mémoire. La particularité de ce test-là, je vous dirais, c'est que, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est qu'on peut poser certaines questions pour aller chercher l'information. Par exemple, si le jeune oublie de se situer dans le temps ou dans les lieux, ben, on peut poser la question. C'était où, puis c'est arrivé quand cette histoire-là? Simplement pour voir est-ce que finalement il a omis de transmettre l'information, mais il s'en souvient, ou si vraiment, même si on lui pose des questions, là, il a complètement omis l'information ou il va donner une information inappropriée. Autre particularité de ce test-là, on informe le jeune qu'au début du texte, il y a des mots qui n'existent pas. Donc, ce sont des non-mots, des logatomes qui ont été introduits. Et donc, on l'avise de ça, mais on dit, ça ne va pas nuire à ta compréhension. Tu les lis comme si c'était des vrais mots, puis ça ne t'empêchera pas là, de comprendre l'histoire. Donc, on peut vraiment coter de différentes façons la lecture à voix haute, le temps de lecture, les erreurs avec les types d'erreurs, et c'est également possible d'évaluer plus au niveau qualitatif. Personnellement, mais je pense que je ne vous dis pas que c'est la bonne chose à faire, personnellement, j'ai moins tendance à utiliser ces informations-là. Qualitativement, je vais me représenter ou me situer. Est-ce que l'intonation, la ponctuation, les sauts de ligne, je vais me noter qualitativement quand je vois que c'est plus difficile, mais je ne vais pas nécessairement, moi, mettre des chiffres sur tout ça. Mais c'est possible de le faire puis d'aller chercher de l'information également avec le test. Alors, concernant le fameux test, c'est en fait une situation où il y a eu un vol d'ordinateur dans une entreprise et il y a un enquêteur qui vient sur les lieux pour enquêter et comprendre ce qui s'est passé. Et il tombe sur un homme qui se dit être un technicien de l'entreprise. Et là, finalement, ils se mettent à jaser. Ils se mettent à jaser des ordinateurs de l'époque, donc dans les années 80 où c'était gros, c'était lourd, c'était quand même costaud et pas si efficace, on va dire, versus les ordinateurs de maintenant qui étaient en 2010. Donc, ils vont comparer tout ça, ils vont discuter. Et au fur et à mesure que l'enquêteur et le technicien vont discuter, l'enquêteur va commencer à dire des informations erronées concernant l'informatique et le technicien va approuver. Ce qui fait que l'enquêteur peut conclure que finalement, ce n'est pas vraiment un technicien, mais que c'est plutôt un voleur qui fait partie des complices et il décide de l'arrêter. Donc, c'est ce dénouement-là, en fait, là, qui peut parfois, je vous dirais, c'est pas rare, ça dépend des jeunes, mais il y en a vraiment que c'est la confusion. Donc, ils ne savent pas trop pourquoi ni comment, mais le technicien s'est fait arrêter. Il y en a qui arrivent à résumer, synthétiser, mais pas capable d'expliquer en profondeur qu'est-ce que le détective a dit, pourquoi il l'a dit, mais il est capable de dire, ben, le technicien a prouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Puis, bref, ce bout-là est souvent le plus difficile quand c'est le cas avec les jeunes. Ensuite, on va d'abord, comme je le disais, évaluer le rappel de récit et on va distinguer, chose qu'on fait souvent dans les tests quand on évalue la compréhension, distinguer davantage le récit narratif, donc les éléments, les actions, les événements importants qui ont lieu dans l'histoire. Et on va également documenter tout ce qui est plus hein, détaillé, des éléments plus précis qui sont pas, ben, qui peuvent être importants selon les questions qu'on se fait poser, mais disons que ça ne va pas amener la trame narrative de l'histoire nécessairement, mais c'est plus des informations qu'on va se souvenir. Ensuite, selon l'information, quand le jeune va donner de l'information vraiment erronée, on peut enlever des points. Donc, même s'il fournit beaucoup de bonnes informations concernant le récit narratif, ben, s'il y a des contresens, on peut réduire les points.
Ensuite, une fois qu'on a fait ce rappel de récit, donc là, ça nécessite vraiment que le jeune aille de mémoire. Et on retire le texte et il doit nous dire ce qu'il se souvient. Mais on peut, comme je vous disais, là, poser quelques questions qui sont ici. Donc, il y a une liste de questions en annexe qui nous permet là, de pouvoir questionner le jeune pour aller voir qu'est-ce qu'il se souvient de l'histoire. Euh, Ça ici, ce sont les informations à côté dans le rappel de récit. Ce qui est en gris, ce sont les informations plus narratives et ce qui est en blanc, ce sont des informations plus documentaires, informatifs, plus précis, plus détaillés. Parfois, on voit vraiment un écart, hein? Donc, il y a des jeunes que c'est plein de détails, mais aucune trame narrative. Il y en a qui se sont focusés sur la trame narrative, mais on oublie les détails. Et il y en a que c'est un mélange des deux, ou qu'il y a un début de trame narrative, mais comme je vous dis, le bout où le détective fait volontairement une erreur et crée un piège, en fait, pour le technicien, bien là, ce bout-là aussi peut causer certains problèmes. Ensuite, on a une autre section où là, on va aller encore chercher la compréhension fine du jeune par rapport au texte qu'il a lu. Il n'a pas le droit d'avoir le texte, mais on va lui poser trois questions plus pointues. Donc, souvent, moi, je dis aux jeunes, ça se peut que tu m'aies déjà donné l'info, mais je n'ai pas le choix de te reposer les questions. Parce que des fois, ça peut être un peu étrange s'il le dit dans le récit, mais moi, j'y repose des questions va se demander pourquoi. Alors, je me permets de l'informer de ça et ça permet encore une fois de valider la compréhension plus fine de l'information. Ensuite, euh, on va toujours continuer sans le texte. Donc, il y a beaucoup un enjeu hein, d'aspect mnésique où on va poser des questions. En fait, ça s'appelle un QCM. C'est pas tant, ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment un QCM, parce qu'habituellement, c'est question à choix multiples. Et là, c'est des vrais ou faux. Donc là, le jeune a des affirmations par rapport à l'information qu'il y a eu dans le texte et il doit juger si c'est vrai ou faux par rapport à l'histoire. Euh, Généralement, je vous dirais, même quand la compréhension n'a pas été si bonne que ça, en fait, les auteurs du test disent que c'est beaucoup des enjeux de logique et de déduction, ces questions-là. Donc, ça ne prend pas une compréhension très fine et approfondie pour pouvoir s'en sortir et donner des bonnes réponses parce qu'on utilise davantage la logique et la déduction à partir de certaines informations. Donc, il faut faire attention. Souvent, moi, je peux voir de bons résultats ici, mais ça ne m'amènera pas à conclure que la compréhension en lecture est bonne. C'est là que l'ensemble des informations recueillies avec l'ensemble des sous-tests va permettre d'avoir un meilleur portrait parce qu'il y a certains jeunes qui, avec leur logique, vont s'en tirer très, très bien à ce sous-test. Ensuite, on a le choix de titre. Donc, en fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de titre à cette histoire-là quand on le présente aux jeunes. Puis, on lui demande, en fait, parmi les 10 titres qu'on propose, tu fais un choix. Ben, il y en a plusieurs qui conviennent, il y en a plusieurs qui ne conviennent pas. À toi de juger. Donc ça permet d'avoir une idée là, plus globale de la compréhension, justement, plus synthétique, plus globale de la lecture et de pouvoir juger le choix des titres. Chose intéressante, en même temps, des fois, je me dis, quand on mélange trop les choses, c'est pas toujours bon. Parce que les auteurs ont voulu mettre des expressions à l'intérieur du choix des titres. Par exemple, tel est prix qu'il croyait prendre. Enquête éclair. Puis, il y avait un interrogatoire rondement mené. Donc, c'était volontaire de leur part parce qu'ils voulaient justement avoir la compréhension plus d'expression, hein, d'un groupe de mots qui ne signifie pas ce qui est écrit. Euh, ben, c'est comme si je disais, pour moi, oui, ça peut être intéressant, mais en même temps, il y en a seulement trois, donc des fois, c'est dur d'après ça interpréter. Est-ce que c'était la compréhension des expressions qui a causé problème? Est-ce que c'est vraiment le choix des titres parce que la représentation plus globale de l'histoire, c'est difficile? Fait que c'est là que ça m'empêche un peu plus ce genre de construction, mais bon, c'est comme ça que ça a été fait. Puis ça nous permet quand même de pouvoir voir là, est-ce que si c'est vraiment complètement échoué, ben on comprend que la représentation plus synthétique de l'information est plus difficile.
Ensuite, on a la section recherche d'informations. Donc, c'est la dernière sous-tâche. Ce qu'on va faire avec le jeune, on lui donne le cahier, on lui dit, il y a 10 informations qu'on veut que tu ailles chercher dans le texte. Et là, donc parfois c'est carrément une information, le nom de la société victime du cambriolage. Parfois, c'est de répondre à une question comme qui est Gary Vospoir. Et là, on dit aux jeunes, le but n'est pas de me donner la réponse, c'est que tu me trouves la ligne dans le texte où la réponse est indiquée. Et il va pouvoir mettre le numéro de la ligne qui est à côté de chacune des lignes du texte qu'il a lu. Et on va lui donner 2 minutes 30 pour faire le test, ben, pour faire ce sous-test-là. Ce qui est recommandé, chose que je fais systématiquement aussi, c'est qu'après 2 minutes 30, on n'arrête pas le test. On va aller chercher le plein potentiel du jeune en disant qu'on va changer de couleur de crayon et on le laisse terminer en prenant tout le temps qu'il y a de besoin pour compléter les réponses aux questions, à fournir les numéros de ligne. Donc ça devient très intéressant aussi parce que, comme je vous disais, des fois, on va avoir un bon rappel de récit, mais la recherche d'informations dans le texte, c'est la catastrophe. Parfois, bon, tout l'autre est difficile. Parfois, c'est globalement bien réussi, mais on arrive à aller chercher d'autres informations qu'on n'aurait pas nécessairement été chercher dans le rappel de récit. Je n'ai pas dit combien de temps le test nécessitait pour être passé. Globalement, là, quand on fait l'ensemble des sous-tests, chose que je fais généralement, c'est rare que je segmente puis que je fais que la lecture à voix haute. Ça serait possible. Il y a des situations particulières où je peux le faire, mais généralement, je le fais entièrement. Je vous dirais, ça doit tourner autour d'une vingtaine de minutes, là, à moins de situations exceptionnelles avec des jeunes qui ont de grandes difficultés. Euh, Sinon, une vingtaine de minutes, là, 25 minutes dans le gros maximum, ça devrait vous permettre de faire le tour du test. Alors, voilà, c'est ce qui complète la présentation du test Le vol du PC. Alors, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire un courriel, vous pouvez me communiquer sur Messenger ou sur Facebook, je suis disponible. Et sinon, ben, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute, puis au plaisir d'échanger avec vous.